Thomas Cardi et Simone Rovera. Et vous, 32-16, bien entendu, il y a du foot ce soir. Espagne-Italie, match qualificatif pour la Coupe du Monde 2018. Fred Hermel est au Santiago Bernabéu. On en est où, Fredo? Nous jouons la 42e minute de cette deuxième période. Toujours 3-0 pour les Espagnols. Et David Villa va faire son retour en sélection pour jouer quelques minutes. 3 ans et 3 mois après la Coupe du Monde, après son dernier match. Il était parti tout triste. David Villa qui joue en MLS, qui joue au New York City. David Villa qui va jouer et ça a provoqué un tonnerre d'applaudissements et de hurrah de la part du public du Bernabéu qui le réclamait depuis plusieurs minutes déjà. Voilà, c'est bon. Si ça faisait 0-0, il serait peut-être pas rentré. Mais en tout cas là, on en est à un moment. Il a le temps de mettre le quatrième, Fred. Ne le provoque pas, c'est fort possible, tu sais. Pour non, c'est vrai, mais alors, comment on a joué la deuxième mi-temps, même si j'ai vu un stat où l'Italie a eu plus de possession de ballons. Je ne sais pas s'il considère aussi tout le temps que Marco Verratti était par terre à réclamer des fautes et là c'était les ballons pour nous. Mais c'était vraiment un cauchemardesque ce match. Oui, il l'a sorti, Verratti. Il y a Verratti, il va rêver Disco, mais ça a été terrible ce soir parce que Disco lui a montré à Verratti. C'est-à-dire au niveau technique, il l'a bouffé à 3 reprises dans un moment flagrant. Enfin, c'était presque écœurant. Je vais rentrer Villa là. Attention la frappe et l'arrêt. Quel arrêt, la belle envolée de De Gea. Et il me semble que c'était le numéro. C'est stylé, elle est belle la frappe. Mais il s'est bien élevé, De Gea. Merci Fredo en tout cas. Voilà, on débriefera ce match, on analysera cette rencontre bien entendu, cette potentielle victoire de l'Espagne. C'est pas encore fini. C'est pas fini, hein. Attention. 3-0 face à l'Italie. Roberto Jojo Malone de l'IKF qui te propose de la biafine, Simone. Ah, c'est sympa. Pour le cucu rouge. Voilà. Il a pas On file au stade Ernest Vallon. Deuxième journée du top 14, Toulouse-Pau avec Paul Lafix. Il y a des gens qui s'offrent ici. Ouais, Nico, du suspense car les Béarnais qui étaient menés 23-9 ont marqué un essai par Julien Thomas, l'ancien joueur de Montpellier et du Stade Français, et s'est transformé par Tom Taylor 23-16. Et alors que, on joue le temps additionnel de cette rencontre, c'est une mêlée introduction section paloise face au poteau. Les Béarnais qui sont rentrés dans les 22 adverses, autant dire qu'ils ont peut-être l'opportunité de revenir à hauteur, de marquer un essai et pourquoi pas d'aller chercher les 2 points du match nul ou pourquoi pas un bonus défensif en cas de faute toulousaine. Les Béarnais qui sont plaqués à 10 mètres de la ligne d'en but, le jeu qui rebondit dans le fermé avec cette fois-ci la feinte de Julien Thomas et le groupé pénétrant qui est en train de progresser côté Béarnais. Les Toulousains qui sont à l'agonie en cette fin de partie sous les yeux de Monsieur Lafont. Les Béarnais ne sont plus qu'à 5 mètres, la libération peut-être pour Dan Ramsey, le crochet intérieur, le relais de Stephen Armitage, l'ancien joueur du rugby club de Toulon, plaqué à son tour, et les Palois qui vont peut-être se saisir de ce ballon, le bras tendu de Monsieur Lafont. Il y aura une pénalité, ce qui veut dire que les Palois vont tenter cette pénalité et ils vont glaner le point de bonus défensif. On rappelle le score 23-16 pour les joueurs du Stade Toulousain qui vont s'imposer. Évidemment que Stephen Armitage indique à Monsieur Lafont les poteaux, la pénalité à venir pour Tom Taylor et les sifflets dans les travées d'Ernest Vallon, car il semblait qu'un joueur palois était un petit peu au-delà du ballon, mais c'est bien Monsieur Lafont qui a décidé avec le bras tendu de donner une pénalité à la section paloise qui va revenir donc sur les talons, venir mourir à 4 points des joueurs du Stade Toulousain pour cette première ici à domicile pour les Rouges et Noirs du Gomola. Pourquoi ils vont pas chercher l'essai, parce qu'ils s'ils vont chercher l'essai et qu'ils le transforment, il y aurait match nul 23 partout, donc 2 points de gagner au classement, alors qu'avec cette pénalité ils glanent à coup sûr le point de bonus défensif. Et voilà, c'est terminé, cette pénalité qui passe de Tom Taylor, messieurs, et donc Toulouse qui s'impose un petit peu au forceps à l'agonie en fin de rencontre, 23-19 le score final. Les Toulousains qui seront à Toulon la semaine prochaine, alors que Pau recevra dimanche à 12h30 à l'heure du déjeuner le Lyon Olympique Universitaire. Merci beaucoup Paul, bonne soirée à toi. Voilà, victoire de Toulouse donc face à Pau, deuxième journée du top 14. Il y a du tennis également ce soir, le 3e tour de l'US Open. Où en est Gaël, mon fils, mon cher Eric Salio? Mentalement, il n'y est plus. Il n'y est plus mentalement, physiquement. 7-5, 5-0. Vous avez compris que les jeux ont défilé en quelques minutes et à tel point qu'il a demandé le kiné, donc un arrêt médical. Mais j'ai cru entendre Gaël Monfils dire au kiné de l'ATP, je peux plus bouger. Bon, il va quand même bénéficier d'un traitement, mais j'ai comme le sentiment qu'il va vivre ses dernières minutes sur cette US Open 2017, Gaël Monfils, et on va se poser la question de savoir s'il sera opérationnel pour la prochaine rencontre de Coupe Davis, puisqu'il y a une demi-finale qui s'annonce très bientôt contre la Serbie à Lille. On sait déjà que les Serbes auront une équipe B, mais Gaël Monfils quand même reste
c'est un joueur sélectionnable. Il n'a toujours pas joué cette année. On va voir ce que va décider le staff de l'équipe de France. On n'en est pas là. Donc 7-5, 5-0 pour Goffin face à Monfils au bord de la rupture. Merci Eric, on prendra des nouvelles de Gaël Monfils d'ici quelques instants. On poursuit notre after, autre avis tranché de la soirée, c'est le mien. Tu nous fais le jingle ou pas, Simonet? Non. Allez, il n'y a que moi qui ai le droit, allez stop. Allez. Écoute, je suis triste là. Et alors, je m'en fous moi que tu sois triste. J'aurais besoin d'une inspiration à la Laura Pausini, quelque chose de mélancolique, mais je l'ai pas, je le fais pour Ali. Ok, super sympa pour moi, mon gars. Tu vas prendre une charte alors, je te l'annonce. Et ben moi, je vais vous dire que ouais, c'est bon, je m'en fous les gars. De toute façon, je le fais pour moi. Nico Villas. Nico Villas. Tapez pas sur la table, ça bousille les micros. Nico Villas. Merci Simone. Là, ça me fait plaisir. Ça sert à quelque chose, ma présence ce soir. Franchement, ça me fait plaisir. Franchement, c'est toujours. Tiens, je crois que c'est fini également pour Gaël Monfils, c'est ça? Ah non, c'est fini dans l'Espagne-Italie avec Fredo. Non, c'est pas encore fini. Il y a un dernier corner pour l'Espagne. Il se régale là. Vas-y, on le suit avec toi, mon Fredo. Allez, ça y est, c'est fini là. C'est fini. Tu vois que c'est fini. Mais c'est proche de la remontada là. À l'instant, victoire de l'Espagne. Démonstration des Espagnols face à l'Italie. 3-0. Doublé d'Isco. Extraordinaire ce soir. Et but sur contre de Morata qui était entré en deuxième période. Villa a joué quelques minutes. Isco a été ovationné par le public. L'Espagne a, allez, un pied et demi en Russie. On verra les Espagnols avec un football virevoltant lors du prochain mondial. Merci Fredo, merci en tout cas Fredo, victoire de l'Espagne 3-0 face à l'Italie. On y reviendra tout à l'heure sur cette victoire de l'Espagne qui prend 3 points d'avance du coup sur l'Italie au classement. Alors le fair play financier ne sert à rien. Alors on rappelle que ce projet avait été porté par Michel Platini qui vise ce projet, je cite, à améliorer la santé financière générale du football interclub européen. Alors il sanctionne les mauvais payeurs, jusqu'ici ça paraît plutôt logique, mais aussi ceux qui payent trop. Ouais, ceux qui prêtent trop. Alors, ils jugent notamment de la légitimité des recettes des clubs. Ils sanctionnent par exemple un club dont le propriétaire a injecté, selon eux, trop d'argent pour compenser des pertes. Ils sanctionnent un club qui a un contrat de sponsoring trop important à leurs yeux. Et cela au nom de, je cite, l'équité également. Mais attendez, moi j'ai juste une question à poser à l'UEFA dans ce cas-là. Puisqu'on parle d'équité, pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on ne fait pas la même chose concernant les droits télé? Oui, parce qu'il n'y a pas d'équité après tout non plus à ce niveau-là et personne s'en inquiète. Elle est où l'équité aussi au niveau du mode des distributions des droits télé de la Ligue des Champions? Elle est où l'équité UEFA quand tu attribues 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions pour les plus grands championnats européens? Parce que là aussi il y a une logique financière derrière tout ça. Il faut quand même remonter à 2004 pour trouver une équipe finaliste de la Ligue des Champions qui n'est ni allemande, ni anglaise, ni italienne, ni espagnole. Voilà, sur 26 équipes possibles, ça fait quand même beaucoup. Le fossé ne cesse de se creuser et Javier Tebas, le boss de la Ligue espagnole, lui-même s'en offusque et s'en émeut d'ailleurs de tout cela. Mais là où, si vous voulez, le fair play financier en l'état, j'entends bien, ne fait aucun sens, c'est qu'il n'y a pas d'harmonisation au niveau mondial. Et du coup, le fair play financier en l'état, c'est-à-dire en tant que mesure européenne, il est contournable. Qu'est-ce qui empêche le Qatar, qui est détenu par le gouvernement qatari, d'acheter un joueur demain avec un club qatari et que ce club qatari le prête au Paris Saint-Germain? Vous savez quoi? Le fair play financier ne peut rien faire parce que le fair play financier s'adresse simplement aux clubs qui sont affiliés à l'UEFA. Et ça, c'est un vrai problème. La triangulation n'est pas une nouveauté. Le PSG, City, l'Atlético, on sait qu'ils ont également des filiales, ils ont des clubs également dans d'autres pays. Et c'est vrai que dans un monde qui est libéralisé, mondialisé, ça fait aucun sens qu'une confédération adopte seule, j'entends bien, un tel type de réglementation. Les instances du foot qui combattent les montages financiers, finalement, elles ne font qu'encourager ce type de montage avec ces mesures. C'est un peu comme l'interdiction de la TPO. On adopte une mesure qui moralement est louable, mais qui finalement ne résout rien au fond du problème. Voilà, le fair play financier en l'état ne fait aucun sens, surtout qu'on en parle beaucoup en ce moment, non pas parce qu'un club ne paye pas, mais parce qu'il paye trop. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'aberrations autour de ça, mais le fait que ce soit contournable, si vous voulez, c'est là où on se dit, finalement, ça n'a aucun intérêt. Non, mais déjà au niveau entreprise, qu'une entreprise puisse se permettre d'injecter de l'argent dans sa propre entreprise, de l'interdire, déjà c'est contre ça. Il n'y a aucune loi qui l'interdit. Et de deux, tu as parlé d'équité. Ce qui est bien, c'est que quand on parle des ressources et des droits qui ne sont pas les mêmes, mais même les charges ne sont pas les mêmes en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, au Portugal et en France. Là aussi, si tu veux faire vraiment un fair play financier, il faut que pratiquement les charges soient au pourcentage les mêmes pour les transferts, pour les salaires,
pour les droits d'image ou non droits d'image, mais là non plus, on n'en est pas. Ce qui ne plaît pas à quelques grands clubs qui peut-être eux-mêmes ont mis les personnes qui sont à l'UEFA et que ça les titille parce que d'un coup, ça fait augmenter un petit peu les transferts et ces gros clubs ne veulent pas payer beaucoup plus cher, ce qu'ils payaient peut-être 20, 25 millions, 30 millions maximum. Ils sont obligés d'en mettre ça maintenant, ça leur plaît pas à cause de ces fameux nouveaux clubs qui ont les moyens financiers d'injecter dans leur club parce qu'ils en ont le droit, c'est un financier comme Manchester City ou le Paris Saint-Germain, et automatiquement, ils vont montrer du doigt un club qui leur... Attends, avant de prendre ton avis, Jonathan, on retourne au tennis. 3e tour de l'US Open, Eric Salio. Gaël Monfils abandonne alors. Oui, à l'instant. Oui. Gaël Monfils vient d'abandonner. Donc le score officiel restera 7-5, 5-1 à Bordeaux. Il a remporté son jeu de service, mais il s'y dirigeait immédiatement vers le filet. Et il a fait signe à son copain David Goffin qu'il n'insistait pas. Donc voilà, c'est une sortie par la petite porte pour Gaël Monfils qui a vraiment vécu un Open, US Open très douloureux. On le sentait venir après son match d'il y a 2 jours. Il nous avait prévenu. Je suis même pas sûr de me présenter. Donc il bluffait pas. Mais ça pose maintenant une question. Quid de la Coupe Davis, puisque Yannick Noah doit annoncer sa liste mardi. Est-ce qu'il prendra le risque d'aligner un joueur comme Gaël Monfils diminué? Eh bien voilà, tout l'enjeu de la liste sera là. Merci Eric, sale nouvelle pour Gaël Monfils. Tiens, Jérôme Thomas nous a retrouvé un son de son kiné la dernière fois qu'il s'est blessé. Vous voulez un soin ou ça va aller? Voilà, merci beaucoup Jérôme Thomas. Voilà, vous avez reconnu la voix de l'arbitre Monsieur Lannoy. Merci Eric, en tout cas bonne soirée Eric. Ciao. Jonathan Maccardy sur le fair play financier. Je suis pas vraiment d'accord avec toi, Nico. Pas grave. Moi non plus. Parce que, en fait, comme toutes les lois et toutes les contraintes, forcément, dans un monde rempli d'avocats et d'experts juridiques, tu vas forcément essayer de chercher la petite faille. Et c'est ce que font les clubs, en fait. T'auras beau faire le niveau de loi, le niveau de contrainte que tu veux, il y aura toujours des petits malins qui arriveront à trouver sauf en que fait, la faille. Là, ça me fait penser au dopage, en fait. Ça me fait penser au dopage, en fait. Tu sais, les gens qui se dopent, ils ont toujours un temps d'avance sur les contrôles, toujours un temps d'avance sur la technologie des contrôles. C'est-à-dire que là, on peut te contrôler pour telle ou telle substance. Tiens, on va prendre une molécule qui va pas détectable. Et en fait, le fair play financier, c'est ça, c'est la course à l'armement. T'as une loi avec des contraintes. Et c'est normal, c'est dans la nature humaine. Toi, avec ton comptable, tu fais sûrement pareil. Tu cherches toujours à contourner, à te jouer des règles pour les tourner à ton avantage. Et c'est normal. Moi, pas de comptable, les clubs font ça. Là, je pense que cet avis-là, et tu le fais largement par rapport à ce qu'a fait le Paris Saint-Germain cet été. Mais le Paris Saint-Germain, il a joué avec le fair play financier. Il n'est pas hors du cadre du fair play financier. Mais le truc, ce que j'essaie de te dire, contourner. Mais Jonathan, alors attends, ce que je veux dire par là, ce que je veux dire, c'est, j'ai compris ton idée. Voilà. Je comprends. La loi, elle est imparfaite. C'est imparfait, mais comme toutes les lois par essence, et on va pas rentrer dans un débat ontologique sur le cadre de la loi, mais toutes les lois sont imparfaites par essence. Parce que c'est des lois qui sont humaines et c'est des lois qui sont. Alors excuse-moi, pardon. De la législation et non pas de l'arbitrage. Moi je te donne un truc concret. Je t'explique simplement qu'on a des instances qui nous pondent une loi parce que alors à la base le fair play financier. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Le fair play financier, le fait que tu sanctionnes des mauvais payeurs, jusqu'ici je peux comprendre. Le fait que tu veuilles une certaine égalité ou équité, jusque-là je peux comprendre. Mais le truc c'est que tu crées une loi qui de toute façon est contournable puisque ceux qui ont le plus d'argent. Mais non, mais c'est pas l'appréhender de la bonne manière, c'est que s'ils veulent, ils le font demain. Comment il faut l'appréhender cette loi du fair play financier? C'est une loi qui par essence sera toujours imparfaite, mais en revanche elle a le mérite d'exister et ça a le mérite d'être un garde-fou pour les clubs. Ça a le mérite d'être une espèce de... Oui, ça pousse au moins les clubs à avoir une espèce de créativité et de pas faire n'importe quoi dans les grands largeurs. Alors je suis d'accord. Mais Nicolas, je suis d'accord. Dans un monde idéal, ça ne suffit pas. Dans un monde idéal, le fair play financier, ce serait une vraie loi dure comme le fer, qui serait impassible, infranchissable, mais t'as toi-même la réponse. C'est qu'au final, de toute façon, ils essaient de le contourner. Mais Nicolas, c'est impossible. Tu évolues dans un cadre législatif européen, dans un cadre législatif mondial, où tu as des lois qui vont par-dessus, qui empêchent de vraiment faire quelque chose d'ultra contraignant. Tu le sais. Donc, au final, je trouve que dans le cadre de restrictions données, c'est pas si mal. Mais Jonathan, quand tu entends parler de l'UEFA, ils te disent avec ces nouveaux actionnaires qui ont d'énormes capitaux, ils sont contents et ils ont besoin de ces actionnaires qui ont d'énormes capitaux de nos jours pour faire vivre des grands clubs et des clubs de football parce que déjà les équipes, les entraîneurs, ce n'est pas comme avant où tu n'avais que 16 avec juste 2 entraîneurs. Je suis d'accord, Ali. Là, ça fait travailler énormément de temps. Et d'un autre côté, ils essayent de faire les deux à la fois et ils ne peuvent pas y arriver. Par contre, comme dit Nicolas,
c'était fait pour les mauvais payeurs. C'est des clubs, on parlait de Barcelone, de Real Madrid, qui eux disaient non, on a de l'argent, mais en fait ils avaient des biens immobiliers. C'est ça le problème. Ce qui est marrant, c'est que tu dis la même chose que moi au final, parce qu'au final on a la même conclusion. Moi je te dis pas que c'est une mauvaise chose. Je te dis que l'idée est louable, elle est très bonne, mais qu'au final, en l'état, ça ne sert à rien. Tu sais là on diffère, Nicolas. Là on diffère, c'est que toi tu penses que ça serait possible de faire quelque chose de parfait. Moi je pense que c'est impossible. Vas-y Simonet. Il faut vous oublier toute une chose. En 2010, comme expliquait bien Andrea Traverso, responsable du fair play financier à l'UEFA, le foot mondial, européen, parce que à dehors de l'UEFA on ne considère pas, avait 1,7 milliard de dettes. Oui. Aujourd'hui, c'est 300 millions. C'est-à-dire, avec les fair play financiers, beaucoup de clubs ont arrêté leurs dépenses, on a perdu un côté fou du football. Après qu'aujourd'hui, il y a des clubs, je vais venir, qui sont plus sanctionnés, on peut dire, plus pénalisés par le fair play financier que d'autres, parce qu'il y a des règles qui sont quand même un peu strictes sur l'utilisation de ses propres moyennes, c'est vrai. Mais le fair play financier, jusqu'aujourd'hui, a fait des très bonnes choses pour les foot européens. Il y a un ou deux clubs qui ont été pénalisés. Et je comprends que qui aime ces deux clubs, qui supporte ces deux clubs. Mais c'est même pas une question de supporter, c'est une question de logique, Simonet. Tu sanctionnes celui qui ne paye pas, tu ne vas pas sanctionner celui qui paye. Alors, je te fais un exemple. Si on met une limite à 70 sur la périphérique, il y a quelqu'un qui s'y va à 130 km/h, ne fait pas d'accident, ne pollue pas parce qu'une voiture qui ne pollue pas, mais c'est un. Les autres, peut-être, vont faire plus d'accidents, il y aurait plus de morts, il y aurait une pollution qui augmente. Le fait qu'il y a un qui est une exception, comme le Paris Saint-Germain, je comprends que c'est les plus pénalisés. Mais pour le reste du football européen, c'est quelque chose qui fait très bien. On reviendra sur ce débat de toute façon. Il faut un garde-fou. Vous êtes pas mal à réagir également sur le garde-fou. Tu as besoin d'un garde-fou par contre. Ça, mais tant que tu n'auras pas une harmonisation fiscale à l'échelle européenne, mais c'est ça, là on est totalement d'accord. Mais mondial, impossible. Et là, c'est même bien. T'es obligé de l'avoir mondial. Ça sera impossible. De fait que, on essaie, tu vois. Je veux pas rentrer dans des grands débats, mais la construction de l'Europe, de l'Union européenne, c'est ça. C'est la tentative d'harmonisation fiscale. Mais c'est impossible, on voit que c'est impossible. Donc tu vois, c'est pour ça que le fair play financier c'est une belle utopie, mais c'est nécessaire parce que ça empêche. L'harmonisation fiscale, ils la font juste pour surveiller les gens pour qu'ils récupèrent de l'argent d'impôt et non pas pour que ça soit... Et la construction du Stade de France, c'était pareil, il y avait mon oncle qui y était. On se retrouve dans quelques instants avec l'avis tranché d'Ali Benarbia, parce que vous savez quoi, l'Italie a perdu 3-0 face à l'Espagne ce soir, mais l'Algérie est éliminée. A tout de suite dans l'after. Il y a un beau jingle.